Côté, Allez, ça corse, tourne. c'est pas forcément tout ce qui. Enfin, voilà quoi. Alors on peut terminer dessus. Si vous Bien. confirmez. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus. Et merci à la galerie Charles Thierry de m'avoir invité pour présenter mon nouveau livre, Nouveau prêche dans le désert. Je vais y revenir dans un instant. D'abord, je voudrais me présenter, Hervé Chosville. Je suis un ancien responsable humanitaire, devenu auteur et plus récemment devenu éditeur. J'ai fondé une maison d'édition ici à Bastia. Alors ma carrière d'auteur, si je puis dire, elle a commencé en 2002-2003, puisque mon premier livre est sorti chez l'Harmattan en 2003. C'était Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale. À l'époque, je vivais encore en Afrique, et c'est mon expérience. J'avais eu, dans les années précédant la publication de ce livre, quelques expériences assez uniques, mais aussi assez dures, qui m'ont amené à vouloir témoigner. J'ai commencé à écrire, pensant faire un article, puis à la fin, je me suis rendu compte que l'article il était beaucoup trop long et qu'aucun journal ne l'accepterait, donc j'ai continué à écrire et c'est devenu un livre. C'est comme ça, mais je ne pensais pas du tout devenir auteur un jour. J'ai attendu donc 2003 pour sortir mon premier bouquin chez l'Harmattan. L'Harmattan m'avait permis, puisque c'est un éditeur national et même international, m'avait permis d'avoir une certaine diffusion qui n'était pas limitée à la Corse. Depuis, j'ai navigué d'un éditeur à l'autre, avec plus ou moins de succès. Ça a été dur de trouver l'éditeur idéal qui de toute façon n'existe pas. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené finalement à créer ma propre maison d'édition en 2018 à Bastia. Alors je suis un auteur engagé, un auteur qui n'est pas politiquement correct, parce que souvent je mets les pieds ou la plume sur des sujets controversés, et la version ou le versant que je présente n'est pas toujours le versant habituel ou connu, répercuté par les grands médias et connu par l'opinion publique, sur tous les sujets, que ce soit les guerres africaines, le Rwanda ou la Corse ici. Il m'arrive aussi parfois d'écrire sur la Corse. J'ai des positions qui vont parfois à rebrousse-poil, qui peuvent surprendre, mais ce sont toujours des positions argumentées et basées sur de solides, enfin je l'espère en tout cas, solides références historiques. Un des livres qui avait fait un peu polémique, c'était mon livre sur le Rwanda, puisque j'ai travaillé au Rwanda, qui est sorti en 2018, Rwanda, 25 années de mensonges, où j'expliquais que la version officielle qu'on nous fait avaler depuis 25 ans de la tragédie rwandaise n'est pas du tout la version réelle. Comme l'a dit un autre auteur dans le titre d'un de ses livres, ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Et à un moment, j'ai eu le sentiment de prêcher dans le désert. Et parce que vraiment, je me sentais bien seul, on était rares, ceux qui avaient le courage, je me fais des compliments en passant, ceux qui avaient le courage de dire que ça ne s'était pas passé comme ça à Kigali. Je me réjouis maintenant parce que je m'aperçois que la version des événements que j'ai défendus depuis des années est de plus en plus connue et que petit à petit, le travail de vérité est en train de l'emporter. On n'a pas encore gagné, mais ça vient petit à petit. Il y a de plus en plus d'auteurs connus et reconnus, comme Charles Onana, comme Judy River, et d'autres qui ont écrit des livres sur le Rwanda qui vont dans le même sens. Mais ce n'est pas le thème de la soirée de ce soir. Je suis venu vous parler de Nouveau prêche dans le désert. Pourquoi nouveau? Parce qu'en 2017, j'avais sorti un autre livre qui s'intitulait Prêche dans le désert. Dans le premier livre sorti en 2017, j'avais dénoncé le silence complice qui entoure la montée de l'islamisme en France. Et pas seulement en France, mais en France et dans le monde, mais en particulier en France.
le double jeu ou la lâcheté des élus qui, pour quelques voix de plus, sont prêts à transiger sur les horaires de la piscine ou sur le menu de la cantine, qui sont également prêts, par des moyens détournés, à financer, avec l'argent public, des lieux de culte. Tout ça pour complaire à une certaine catégorie qui, de toute façon, ne sera malgré tout pas contente. Moi, de ça, j'en ai discuté, j'ai longtemps vécu au Tchad, qui est un pays largement musulman, en tout cas, moi, j'étais en zone musulmane, et je me rappelle d'un collègue et ami musulman qui me disait, avec un sourire, il me disait, mais des mosquées, vous pouvez en construire autant que vous voulez en France. Ça n'est pas le problème. Parce que l'islam, c'est une religion où, justement, il faut prier en public. Et quand vous allez dans les rues de N'Djamena ou d'ailleurs, vous voyez les gens qui prient dehors. C'est une manière d'afficher sa foi, une manière de marquer le territoire. Donc, la mosquée, c'est secondaire. Un musulman, c'est pas comme un chrétien. Un chrétien a besoin de son église. Un musulman n'a pas besoin de sa mosquée. Il peut pratiquer sa religion et même il préfère, surtout dans des terres qui ne sont pas musulmanes, majoritairement musulmanes comme l'Europe occidentale, il préférera au contraire faire des prières de rue. C'est une manière de marquer le territoire, d'affirmer la présence de l'islam en Europe. Donc, ce n'est pas en construisant de nouvelles mosquées, Strasbourg qui maintenant a 2 grandes mosquées, une financée par je ne sais quel pays arabe, l'autre financée par la Turquie, c'est pas en construisant des mosquées à l'infini que le problème sera réglé. Là, nos élus se trompent complètement. Je dénonçais également dans mon premier livre le parti pris dans le conflit israélo-arabe, qu'on appelle trop souvent israélo-palestinien. Nos grands médias nous présentent toujours l'éternelle victime, le Palestinien, et l'éternel colon, bourreau, assassin, l'affreux Israélien. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Il y a des bourreaux et des victimes des 2 côtés. Et le Palestinien n'est pas l'éternelle victime. Et le mot Judée, ça signifie quoi, Judée, à l'origine? Judéa, c'est le pays des Juifs. Donc, appeler un Israélien colon, tout simplement parce qu'il a une maison en Judée, c'est un peu fort quand même. Jérusalem a été juive depuis des milliers d'années, donc appeler un habitant de Jérusalem-Est colon sous prétexte qu'il n'est pas arabo-musulman ou palestinien, c'est fort. D'autant que Jérusalem-Est, et ça les gens ne le savent pas, Jérusalem-Est, dès le tournant du 19e, 20e siècle, avait une majorité juive. Parce que qu'est-ce que c'est que Jérusalem-Est? C'est la vieille ville de Jérusalem. Donc cette vieille ville était déjà majorité juive depuis 150 ans. Et en 1948, à la création de l'État d'Israël, lorsque la ligne de cessez-le-feu a été établie après la première guerre israélo-arabe, Jérusalem-Est s'est trouvé en territoire jordanien. Elle a été confiée à la Jordanie. Et qu'a fait l'armée jordanienne à l'époque? Elle a dynamité et rasé toutes les synagogues de Jérusalem-Est et elle a expulsé manu militari les Juifs qui vivaient là depuis des décennies, voire des siècles, qui se sont retrouvés à Jérusalem-Ouest, sous contrôle israélien. C'est la nouvelle ville, la ville européenne. Donc ils ont fait un nettoyage ethnique, ils ont remplacé les Juifs par des Arabo-Palestiniens dans les maisons. Bon. Et là aussi, qu'est-ce qu'on appelle un Palestinien? Parce que le mandat britannique, d'abord déjà à l'époque de l'Empire ottoman, il y a la Palestine, il y avait des gens qui sont venus de tout le monde de l'Empire ottoman, qui sont venus s'installer en Palestine, de l'Arabie, de l'Afrique du Nord. Il y avait un quartier à Jérusalem-Est qu'on appelait le quartier des Maghrébis, c'était le quartier le plus proche ce qu'on appelle le mur des Lamentations. Ça veut dire le mur des Maghrébins, tout simplement parce que l'émir Abdelkader s'est installé en Syrie. La Palestine à l'époque était un district de la Syrie
Et il est venu avec lui, il a amené avec lui des milliers d'Algériens. Et c'est pour ça qu'il y avait à Jérusalem un quartier des Maghrébis. Il y a des Circassiens qui se sont installés en Palestine. Il y a des Yéménites, bref, de tout le monde arabo-musulman, il y a des gens qui sont venus s'installer dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël ou la Palestine. Et ce courant migratoire s'est renforcé sous le mandat britannique, parce que les Britanniques l'arrivée des Britanniques, ça a suscité la création d'activités et des perspectives d'emploi qui ont attiré des travailleurs de tout le monde arabe qui sont venus travailler en Palestine. Alors, est-ce qu'un... Yasser Arafat lui-même est né au Caire. Est-ce qu'un Palestinien dont le père ou les parents seraient venus d'Irak il y a 50 ans ou il y a 75 ans, serait plus légitime, parce qu'il a l'étiquette palestinienne, qu'un juif qui se serait installé en 1850 en Palestine. Bon, tous les deux sont venus d'ailleurs. Mais si l'on considère que l'un est colon et l'autre ne l'est pas, c'est tout simplement parce que celui qu'on appelle colon est juif et qu'il n'est pas musulman ou chrétien d'Orient de Palestine. Donc voilà un petit peu ce que je dénonçais dans mon livre, c'est le parti pris de nos médias et également le parti pris de nos politiciens, parce qu'il y a davantage, le vote musulman aujourd'hui pèse plus lourd en France que le vote juif, les juifs ne sont que 500 000 en gros, donc pour les politiciens, que ce soit un candidat à la mairie ou un candidat à la présidence, il vaut mieux caresser dans le sens du poil l'électorat arabo-musulman que l'électorat juif. Et c'est pour ça qu'en France, il existe des zones, notamment, je pense au 92, là, ce département de l'Île-de-France, où les Juifs sont obligés de fuir. C'est devenu invivable. Les Juifs ne peuvent plus vivre là où ils vivent depuis des décennies. La vie est devenue invivable. Alors, soit ils s'installent en province, en France, dans des endroits plus calmes où il n'y a pas d'antisémitisme, soit ils font leur alia, c'est-à-dire ils vont en Israël. Et depuis des 10-20 ans, on assiste à une forte fuite, ça, nos médias en parlent peu, mais une forte tendance à quitter la France. Et les Juifs qui quittent la France sont des ingénieurs, des médecins, des gens qui avaient un rôle, qui pouvaient jouer un rôle important pour la France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et je ne suis pas sûr que leur remplaçant, si je puis dire, apporte autant que ce qu'ont apporté les Juifs. Venons-en maintenant à la suite, parce que mes nouveaux prêches dans le désert couvraient la période allant de 2013 à 2016. Tandis que là, j'ai voulu continuer dans le même style, et c'est un recueil de chroniques qui va de 2017 à 2020. Et là, je parle à nouveau des mêmes problèmes, mais j'ai déplacé un peu mon angle d'attaque, si je puis dire, en m'intéressant de près à la Turquie. Et c'est vraiment d'actualité. Je ne pensais pas, en écrivant ce livre, que je serais autant d'actualité à sa sortie, parce qu'on assiste à une montée du néo-ottomanisme. Nous avons en Turquie un président islamiste, M. Erdogan, qui rêve de ressusciter la grandeur passée de l'Empire ottoman, puisque la Turquie est l'héritière de l'Empire ottoman, même si ça ne représente qu'une petite partie de ce qu'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est ça la grande différence, l'Empire ottoman était multi-ethnique, il y avait des Grecs, il y avait des Arabes, il y avait des Juifs, il y avait des Arméniens, il y avait de tout dans l'Empire ottoman. Tandis que la Turquie, depuis sa création, se veut, comme l'Allemagne, un État mono-ethnique, un État turc, ce qui est un mensonge là aussi, parce que même la Turquie actuelle, vous avez une importante minorité, pour ne citer qu'elle, les Kurdes, qui sont opprimés, à qui on a été jusqu'à interdire d'utiliser leur langue, d'écrire leur langue, de publier dans leur langue. Là, c'est un cas extrême de bulldozer culturel qui a été mis en marche, de génocide culturel, pour effacer toute trace de la culture multiséculaire kurde, pour ne pas dire millénaire.
Mais s'il y avait que les Kurdes, mais il y en a d'autres, les Grecs pontiques, il y a eu un véritable génocide qui a été commis avec des centaines de milliers de morts contre les Grecs pontiques, les Grecs d'Asie mineure, les Grecs d'Éphèse, de la région d'Éphèse, etc., ont aussi été victimes de persécutions, voire de génocide. Et en 1923, je dis ça de mémoire, c'était peut-être 1922, mais je crois que c'est 1923, il y a eu un traité de paix entre la Grèce et la Turquie, qui a défini ces fameuses frontières maritimes que la Turquie cherche à remettre en cause aujourd'hui. Et bien, dans le cadre de ce traité de paix, il y a eu un échange sordide, un échange de population. Il y avait 1 ou 2 millions de Grecs qui vivaient là depuis l'Antiquité, en Asie mineure, qui ont été échangés contre 200 000 Turcs qui vivaient en Grèce. Il y a eu un échange de population. Moi, je me rappelle quand je suis allé en Turquie, on nous a fait visiter un magnifique village grec qu'on nous présentait comme village grec, mais qui n'avait de grec que le nom ou que l'architecture, parce que c'était des Turcs qui y habitaient. Mais jusqu'en 1923, il y avait des Grecs. L'église était abandonnée, mais il y avait une mosquée flambant neuve. Donc il y a vraiment eu un remplacement de population. Et ce qui s'est passé pour les Grecs, ça s'est passé pour les Arméniens, ça s'est passé pour les Kurdes, ça s'est passé pour toutes les minorités qui n'étaient pas turcs ou qui ne voulaient pas s'identifier comme turcs. Parce que malgré tout, certains ont préféré s'afficher comme turcs. Je pense aux Arméniens. Il y a des survivants du génocide, je pense en particulier aux femmes, qui ont été mariées, contraintes ou forcées à des musulmans. Eh bien, dans la famille, c'était un tabou, on n'en parlait pas. Et ce n'est que des générations plus tard qu'un petit-fils ou une petite-fille a découvert, en creusant, parce qu'il ou elle s'est un peu creusé, a découvert que sa grand-mère, en fait, était une chrétienne arménienne. C'était caché dans la famille. Il ou elle a toujours pensé que sa grand-mère était turque et musulmane, et surprise, c'était en fait une chrétienne arménienne. Et ça s'est passé avec les autres aussi, avec les autres minorités dont je viens de parler. Les Kurdes ont un avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils sont musulmans, donc c'est plus facilement assimilable. Encore que les Kurdes sont loin de se laisser faire. Et puis les Kurdes se retrouvent ailleurs, en dehors des frontières de la Turquie actuelle. Ils se retrouvent en Syrie, ils se retrouvent en Irak, ils se retrouvent en Iran, et même on trouve des minorités dans le Caucase, des minorités kurdes. Et donc, le fait de m'être intéressé à ce néo-ottomanisme m'a amené à m'intéresser particulièrement à un pays où j'ai eu l'occasion d'aller, brièvement, mais j'y suis allé, dont on ne parle jamais, et je le déplore, surtout ici en Corse, Chypre. Parce qu'en Corse, on parle beaucoup de la Sardaigne, la collectivité territoriale, l'exécutif actuel a développé des relations avec la Sardaigne. Je m'en réjouis, même avec l'île d'Elbe, je m'en réjouis. C'est très bien que la Corse renoue avec son environnement géographique naturel, dont elle a été coupée pendant trop longtemps, depuis 1769. Donc, si la Corse peut renouer des liens culturels, économiques et autres avec la Sardaigne, avec l'île d'Elbe, avec la Toscane, je m'en réjouis. On nous parle beaucoup de la Catalogne. Alors là, on affiche à grands cris la solidarité avec la Catalogne. C'est très bien. Mais les Catalans, malgré tout, ils ont des droits civiques. Il y a des élections en Catalogne. Les Kurdes seraient ravis d'avoir autant de droits civiques et culturels que les Catalans. Je sais que je vais choquer certains de ceux qui m'écoutent, et je suis allé en Catalogne, j'ai le plus grand respect pour les Catalans, et j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait au niveau de la Renaissance, enfin de l'officialisation de la langue catalane, etc. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Mais pourquoi parle-t-on tant de la Catalogne alors que nous avons une île sœur, Chypre, qui est à peu près la même taille que la Corse, environ 9000 km², qui depuis 1974 est occupée illégalement par un pays beaucoup plus puissant, la Turquie. Pourquoi ? Pourquoi ce silence en Corse, en France et en Europe ? Pourquoi, alors que la République de Chypre fait partie de l'Union européenne depuis 2004, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas fait et cause pour Chypre ? Pourquoi tolère-t-on que
38% du territoire chypriote, qui est la partie la plus riche de l'île, est occupé militairement par une puissance étrangère. Et c'est même pire, parce qu'on a des mouvements en France, le BDS, là, qui passent leur temps à faire des raids dans les supermarchés pour terroriser les commerçants, pour les empêcher de mettre des produits israéliens sous prétexte qu'ils viendraient des, entre guillemets, colonies palestiniennes, en territoire soi-disant palestinien. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour Chypre Nord? 200 000, je bien dit 200 000 colons venus d'Anatolie ont été transplantés d'Anatolie à Chypre depuis l'invasion de 1974. Ce qui veut dire que actuellement, pour un chypriote turc originaire de Chypre, vous avez 2 chypriotes immigrés, colons, puisqu'on utilise le mot colon pour les juifs de Jérusalem-Est. Je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de colons pour les Turcs qui se sont installés dans des maisons qui ne leur appartenaient pas, qui appartenaient aux Grecs qu'on a chassés, et sur des terres qui appartenaient aux Grecs qu'on a chassés. L'armée turque a systématiquement fait du nettoyage ethnique, comme elle le fait ailleurs, mais elle l'a fait à Chypre, depuis 1974, pour chasser les Chypriotes chrétiens, les Chypriotes de langue grecque, qui vivaient au nord de l'île et qui sont aujourd'hui, depuis 1974, hein, c'est pas dit, ça fait combien ça, 74? Ça fait 46 ans. Depuis 46 ans, vous avez des Chypriotes qui sont déplacés et qui vivent encore de manière précaire dans les 2 tiers sud de l'île qui sont sous le contrôle du gouvernement légitime de Chypre. La capitale, Nicosie, Lefkosie en grec, Nicosie est la dernière capitale d'Europe à être coupée en 2. Il y a un affreux barbelé, un affreux avec des miradors au milieu de la ville, avec Nicosie Nord, qui est la capitale du soi-disant État proclamé par les Turcs, la République Chypre, la République turque de Chypre Nord, qui n'est reconnue par personne à part la Turquie, et l'État qui est reconnu internationalement, la République de Chypre, qui est censé représenter l'ensemble de l'île, parce qu'en 2004, quand Chypre est rentré à l'Union européenne, ce n'est pas Chypre Sud qui est rentré à l'Union européenne, c'est la totalité de Chypre. Donc les Chypriotes du Nord sont aussi représentés au sein des instances européennes par la République de Chypre. On me dira peut-être, oui, mais il n'y a pas de Turcs dans le gouvernement chypriote ou au Parlement chypriote. Mais il y en avait. C'est les Turcs eux-mêmes qui l'ont quitté bien avant l'invasion turque, puisque les accords qui ont conduit à l'indépendance de Chypre en 1960 prévoyaient une participation, il y avait des quotas qui avaient été fixés, tant de ministres, tant de députés, turcs musulmans, dans les institutions chypriotes. Et le président devait être un chypriote grec, en l'occurrence c'était Monseigneur Makarios, dont vous vous souvenez peut-être, le premier président, et le vice-président était un chypriote turc. Ce ne sont pas les chypriotes grecs qui les ont chassés, c'est eux-mêmes qui ont claqué la porte parce qu'ils en voulaient plus, alors qu'ils étaient déjà surreprésentés en pourcentage, proportionnellement, ils avaient déjà une surreprésentation par rapport aux 15% qu'ils représentaient au niveau de l'île. Et je précise également qu'à l'époque, Chypre n'était pas divisé en 2 zones, avec une zone majoritairement turco-musulmane et une zone majoritairement gréco-chrétienne, pas du tout. C'était tout mélangé. Toute l'île avait une population majoritairement grecque-chrétienne et des minorités turcophones et musulmanes dans toute l'île. C'est l'invasion de 1974 qui a figé une séparation artificielle. Les Turcs ont incité leurs compatriotes turcs du Sud de quitter la zone contrôlée par le gouvernement chypriote pour s'installer au nord. Et Manu Militari, ils ont chassé, ils ont fait du nettoyage ethnique, ils ont chassé les Chypriotes grecs chrétiens du nord pour les pousser vers le sud. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a 2 zones avec un no man's land gardé par l'ONU, une opération qui coûte très cher depuis 1974. Et effectivement, les 2 zones sont maintenant homogènes ethniquement. Le nord est à 99% turcs musulmans
et le sud est à 99% grec orthodoxe. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Voilà. Bon, je crois que j'en ai assez dit sur Chypre. Je le répète, je déplore que la Corse ne s'intéresse pas davantage à Chypre. J'en avais parlé à Edmond Simeoni, qui était, à l'époque, il m'avait dit il m'avait remercié d'avoir attiré son attention sur Chypre, et il partageait tout à fait mon avis. Bon, il me dirait c'est facile de faire parler les défunts, donc je ne devrais pas le faire, mais j'aurais bien aimé que le message passe au reste du mouvement nationaliste qui est aux affaires actuellement en Corse, et que l'on s'intéresse davantage, d'ailleurs au-delà du clivage politique nationaliste ou pas, puisque j'ai découvert en m'intéressant à Chypre que la ville d'Ajaccio est jumelée depuis 1985 ou 1987 avec Larnaca. Bon, apparemment le maire d'Ajaccio n'était pas au courant. J'ai rencontré la conseillère municipale en charge du patrimoine, je crois. Elle est tombée des nues quand je lui ai dit que la ville d'Ajaccio était jumelée avec Larnaca. Donc je pense que ça devait être une initiative de la municipalité de l'époque, dans les années 80, de lancer ce jumelage avec Larnaca, qui est une grande ville de Chypre, hein, c'est là qu'il y a l'aéroport international de Chypre. J'aimerais bien, d'ailleurs j'ai envoyé mon livre au maire d'Ajaccio, il n'a pas répondu pour l'instant, mais je lui ai envoyé mon livre en lui suggérant de relancer ce jumelage qui me semble très important. Et si ce n'est pas fait, ben, peut-être que Bastia pourrait y songer. Il y a d'autres villes à Chypre, Famagoust, non Famagoust c'est en zone occupée. Il y a Limassol, il y a d'autres villes, pourquoi pas Nicosie, qui pourraient peut-être être intéressées par un jumelage. Donc j'aimerais beaucoup voir se développer les relations d'île à île, comme on en a avec la Sardaigne, avec la Sicile, avec l'île d'Elbe, pourquoi pas avec Chypre. Venons-en maintenant à l'Arménie. Alors l'Arménie, c'est une cause qui m'intéresse depuis toujours. Depuis toujours, j'ai été sensibilisé à cause du génocide. Je me rappelle de ma grand-mère qui a passé son enfance à Saint-Joseph, à Bastia, qui me racontait l'arrivée des Arméniens. Elle s'en souvenait, elle l'a vécu. La Corse a accueilli un certain nombre de familles arméniennes, soit à la fin de la Première Guerre mondiale, soit immédiatement après. Je ne saurais pas dire l'année exacte, mais à Saint-Joseph, il y avait des Arméniens. Donc j'ai toujours été sensibilisé à cette cause. Et que je trouvais scandaleuse, non pas parce que c'était un génocide, des génocides, il y en a eu d'autres. Il y a eu la Shoah, mais parce que la Shoah, elle est unanimement reconnue, à part quelques farfelus d'extrême droite ou autres qui prétendent que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Le problème du génocide arménien, c'est qu'il est nié par l'État qui a commis ce génocide. Je parle de l'héritier de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie. Tous les dirigeants turcs, depuis la création de la Turquie moderne jusqu'au président Erdogan, prétendent que ce génocide n'a jamais existé. Ce n'est pas une absence de reconnaissance, comme on le dit trop souvent, c'est du négationnisme pur et simple. Négationnisme total. Le génocide arménien n'a pas existé selon M. Erdogan ainsi que ses prédécesseurs. Et c'est ça qui est cruel dans cette affaire dont on parle en ce moment, l'affaire du Haut-Karabakh, qui est en train de devenir à nouveau une guerre chaude. Parce que nous avons là une coalition, nous avons là l'Azerbaïdjan, qui est un pays turcophone, qui a été incité, je dis bien incité par la Turquie. Regardez une carte, hein, je n'ai pas de carte ici. La Turquie cherche, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le néo-ottomanisme, à recréer une sorte d'arc turcophone qui irait depuis la mer Égée jusqu'au Xinjiang, le pays des Ouïghours, là-bas en Chine, qui est peuplé par des populations de race turque. Hein. Les Ouïghours sont des turcophones. On l'a appelé le pays des Ouïghours, ce qu'on appelle en chinois Xinjiang. On l'a appelé à une certaine époque le Turkestan oriental. Bon. Donc les Ouïghours sont je fais une distinction, attention, entre nationalité turque et ethnie turque, hein, parce que l'ethnie turque comprend un certain nombre de peuples, parce que les Turcs sont un peuple de nomades qui sont venus de l'Extrême-Orient,
et qui ont essaimé, ils ont laissé certains de leurs enfants en cours de route avant d'arriver jusque dans les Balkans. Donc on a des descendants, on a des gens de... Il paraît qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot race, d'ethnie turque dans toute cette zone, depuis l'Extrême-Orient jusqu'au Balkan, jusqu'en Albanie. On a des gens d'origine turque et de langue de la famille turque, parce que la famille des langues turques, c'est une grande famille. Je ne dirais pas que le turc qu'on parle en Turquie est identique à celui des Ouïghours, pas du tout, mais c'est les mêmes racines, c'est la même famille. Donc le rêve d'Erdogan, c'est ce néo-ottomanisme, c'est de recréer la puissance perdue, la gloire perdue de l'Empire ottoman en suscitant une alliance avec des pays plus ou moins vassaux, que serait l'Azerbaïdjan, que serait le Kazakhstan, le Turkménistan, etc. Tous ces pays ex-républiques. La fin de l'URSS a permis à la Turquie d'afficher ses ambitions de constitution d'un arc turc jusqu'aux Ouïghours. D'ailleurs, les leaders ouïghours qui luttent, et je salue leur courage, qui luttent contre le colonialisme chinois, eh bien, ceux qui ne sont pas en camp de concentration ou qui n'ont pas été fusillés par les Chinois, eh bien, ils se trouvent en Turquie. Ils ont le statut de réfugiés en Turquie et ils continuent le combat à partir de la Turquie. Donc, au milieu de cet arc turc, il y a une écharde qui est bien gênante dans le flanc de cette grande Turquie. C'est quoi cette écharde? C'est l'Arménie. Petit pays chrétien, non turc, les Arméniens ethniquement ne sont pas turcs, qui se trouvent en plein milieu. Or, l'Arménie d'aujourd'hui, la République d'Arménie, c'est l'ancienne République socialiste soviétique d'Arménie, qui n'était elle-même qu'un petit lambeau de la Grande Arménie. L'Arménie historique, premier royaume, premier État à être devenu chrétien avant l'Empire romain, avant la conversion de Constantin. Eh bien, la Grande Arménie inclurait, j'utilise le conditionnel quand même, parce que vous savez, il faut prendre garde à présenter des cartes d'une telle époque, parce que naturellement, les pays, les nations ont des hauts et des bas. Je le sais, le Cambodge, autrefois, était un pays qui dominait l'ensemble de l'Asie du Sud-Est actuelle, ou presque, et aujourd'hui, c'est un tout petit pays. Donc, il faut se méfier des cartes. Il y a des États qui ont eu des époques de grandeur, où ils étaient très vastes, et l'Allemagne d'aujourd'hui n'est qu'un petit pays, plus petit que la France, alors qu'autrefois, l'Allemagne s'étendait jusqu'aux confins de l'Ukraine et de la Biélorussie, et qui incluait également l'Alsace et une partie de la Lorraine. Donc, méfions-nous des cartes. Mais malgré tout, à certaines époques, l'Arménie empiétait sur à peu près un quart, si ce n'est un tiers, de la Turquie actuelle. Bon, naturellement, il y a eu l'Empire ottoman qui a vassalisé, qui a avalé la plus grande partie de l'Arménie, ce qui fait que lorsque l'Empire ottoman a éclaté lors de la défaite de l'Empire ottoman qui était allié avec l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, on a démembré l'Empire ottoman et pendant la Première Guerre mondiale, les Russes ont poussé également vers le sud parce que la grande ambition des tsars, c'était de pousser vers le sud. Donc petit à petit, pendant tout le 19e siècle, l'Empire tsariste a poussé vers le sud, espérant un jour arriver à l'océan Indien. C'est le complexe des mers chaudes. La Russie a un rêve de mer chaude. Alors, ils avaient deux ambitions, les Russes. C'était arriver à l'océan Indien, et là, ils sont tombés sur l'Afghanistan, où les Anglais étaient en train de s'installer également. Donc, il y a eu déjà un blocage à ce niveau-là. Ils n'ont pas pu arriver à l'océan Indien. Et l'autre rêve russe, c'était le contrôle des détroits, c'est-à-dire les Dardanelles et le Bosphore, pour avoir une ouverture sur la Méditerranée. Rappelez-vous que Paul Ier s'était intéressé à la Corse. Le tsar Paul Ier avait envisagé
de prendre pour lui-même la couronne de Corse, parce qu'il aurait bien vu l'escadre russe dans le port d'Ajaccio, par exemple. Hein, ça ne lui aurait pas déplu. Non loin de Toulon, ça aurait été très bien. Bon, Paul Ier n'a pas régné longtemps et son rêve corse a été vite oublié. Mais donc il y a cette dimension, l'Empire russe qui veut descendre vers le sud et qui est parvenu, et c'est comme ça qu'une partie de l'Arménie s'est retrouvée dans l'orbite russe, puis, révolution bolchevique, dans l'Empire soviétique. Et là, les bolcheviks ont découpé l'Empire russe en des entités qu'ils ont appelées République socialiste soviétique, et c'est comme ça que, sur un morceau de papier, avec une règle peut-être, je ne sais pas comment ils ont fait, depuis Moscou, ils ont tracé des frontières complètement aberrantes. Et c'est comme ça qu'une partie du territoire arménien s'est retrouvée non seulement enclavée dans l'Azerbaïdjan musulman, mais en plus dépendant de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que le Haut-Karabakh, l'Artsakh, comme on dit en arménien, est devenu une entité